Salut les auditrices et les auditeurs, bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 2 du podcast Transition. On commencera la saison 3 au début de l'année 2025. Pour ce dernier épisode avant les fêtes, je vous propose de découvrir Hugo Cabral, le fondateur du podcast Au-delà du mur. Il m'avait reçu dans son podcast un petit peu plus tôt cette année. On avait parlé de montres de sport et de technologie. Et puis aujourd'hui, c'est lui qui est l'invité dans le podcast Transition. On parle de son parcours, on parle de coaching, on parle de nouveau un petit peu de technologie et puis d'équilibre entre la vie familiale, la vie professionnelle et sa vie de sportif. Je vous en dis pas plus sur cet épisode. Ce que je vous recommande, c'est qu'une fois que vous avez écouté cet épisode, vous allez rechercher le podcast Au-delà du mur. C'est le podcast de Hugo et là, vous allez trouver plein de contenus très intéressants pour aller un petit peu plus loin dans les présentations et puis la découverte de son podcast. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec cet épisode du jour, j'espère qu'il vous plaira. N'oubliez pas de mettre une petite étoile ou une évaluation ou un commentaire sur votre plateforme de podcast favorite après avoir écouté cet épisode. Donc dans ce podcast, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Hugo Cabral. Hugo qui m'avait reçu dans son propre podcast et on va en parler dans cet épisode. Hugo, merci d'avoir accepté l'invitation retour, je dirais, aux épisodes qu'on a enregistrés chez toi. Merci beaucoup pour l'invitation, Greg. C'est vraiment un plaisir d'être là. Et puis, je te remercie de m'avoir fait visiter ta Batcave en primeur. Oui, c'est vrai. Avant d'enregistrer cet épisode, de se mettre autour de la table et derrière nos micros, on a fait un petit tour dans mon bureau. Alors, c'est pas vraiment la Batcave. Il n'y a pas une Batmobile au milieu. Mais voilà, on a regardé quelques montres, quelques compteurs de vélo. On a parlé un petit peu de tous les gadgets qu'il y avait là-dedans. Et puis, des vieilleries qu'on a utilisées il y a bien des années qui sont toujours sur mon Hall of Fame. Donc effectivement, on a pris place derrière nos micros et puis on va parler podcast parce que les auditeurs qui sont assidus et qui ont suivi un peu les réseaux sociaux ont vu que j'étais intervenu dans ton podcast. Mais avant de parler de tout ça, on va peut-être parler de manière plus générale de toi et de qui tu es. Alors, est-ce que tu voudrais nous faire une petite présentation de qui est Hugo, peut-être d'abord qui tu es en général et ensuite un petit peu plus spécifiquement parler de ton podcast et de ta pratique sportive. Ok, c'est la première fois donc, que je vais procéder à l'exercice. Je vais essayer d'être assez synthétique. Donc, comme tu l'as très bien dit, je m'appelle Hugo, j'ai 40 ans, tout frais. Je suis marié, j'ai 2 enfants et je vis dans le canton de Fribourg. Et je suis ingénieur à plein temps. C'est ça, en fait, ce qui me fait vivre, entre guillemets. Ok, donc un petit peu même profil que moi, on a à peu près le même âge, on a les deux un job à temps complet à côté de nos activités en ligne, nos activités podcastiques et autres. Et donc du coup, voilà, il faut dégager du temps, il faut trouver du temps, non seulement pour ça, mais aussi pour notre pratique sportive, parce que tu es aussi un sportif. Absolument, je pratique la course à pied depuis, je dirais, 2017 quand même, plus ou moins forte dose, mais là, je suis passé dans un mode où j'ai vraiment envie d'optimiser le temps que j'ai à disposition pour faire les choses le plus juste possible, entre guillemets. D'accord. Et plus spécifiquement, qu'est-ce que tu as comme pratique sportive et comme objectif ? Tu cours, tu fais du vélo, tu es intéressé par le triathlon, par le trail, par la plongée. Qu'est-ce qui te motive ? Alors j'ai commencé la course à pied parce que c'était évident. On dit toujours que c'est le sport le plus accessible. Et puis à un certain âge, quand tu commences à la trentaine, tu te rends compte, non pas que j'ai commencé à courir pour gagner les courses, mais tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de monde, énormément de monde qui vont plus vite que toi. Et puis c'est vrai que dans la campagne fribourgeoise, il y a quand même passablement de forêts. Il y a des sentiers, on a des jolies montagnes, donc je me suis petit à petit laissé attirer par la montagne aussi et les challenges que ça pouvait présenter de courir en montagne, parce que je me suis toujours trouvé nul en montagne et quelque part il y a quelque chose chez moi qui aime la difficulté et puis là où je perçois qu'il y a une difficulté, je me dis tiens, il y a certainement possibilité de progresser là-dedans. Donc je fais de la course à pied, un peu plus de trail au format court. Je suis pas hyper fan d'ultra. Okay. Et puis je suis pas vraiment en paix avec la natation, donc je ne ferai jamais de triathlon. D'accord, ok. Mais c'est souvent la peur que les gens ont et puis finissent quand même par une fois se jeter à l'eau et ça finit par faire des triathlètes qui nagent comme des enclumes, mais des triathlètes quand même. Donc c'est pas impossible qu'un jour quand même on te voit sur un triathlon. Une fois peut-être. Voilà. Donc voilà, un sportif qui s'accomplit principalement dans le trail et aussi un podcast qui s'appelle Au-delà du mur et donc du coup depuis un certain nombre de saisons maintenant aussi tu enregistres des podcasts avec
des grands noms du sport de Suisse, des spécialistes. Tu as aussi enregistré des épisodes en solo. Donc voilà, une certaine expérience du podcast. C'est venu d'où cette envie d'enregistrer des podcasts audio? C'est venu du constat que j'arrivais pas à trouver les réponses aux questions que je me posais en tant que coureur de bas niveau, nul, qui commence à 35 ans et qui se dit « Bon sang, pourquoi est-ce que je me fais mal quand je cours? Quelle est la meilleure manière de courir? Pourquoi est-ce qu'on me parle tout le temps de godasses? Pourquoi est-ce qu'on me dit que ces habits-là, il faut que je les porte ?» Donc, c'est vraiment parti de ça. Je me suis dit, il y a tellement de marketing, on parle de tellement de choses qui, soi-disant, nous rendront heureux une fois qu'on les aura achetées, que je me suis dit que j'allais, moi, aller à la recherche de la réponse entre guillemets, la plus juste, en tout cas selon mon spectre de l'époque. D'accord. Donc du coup, on se recoupe un petit peu. C'est aussi pour ça que j'avais lancé le site à la base. C'était pour répondre à des questions que je me posais moi-même, auxquelles je trouvais pas de réponse. Et au fur et à mesure des épisodes que tu as enregistrés, est-ce que tu as commencé à trouver des réponses, à trouver une thématique plus générale et puis à trouver ton audience? Absolument, ouais. J'ai commencé à discuter avec des gens qui vendaient des chaussures, j'ai commencé à discuter avec des physios, des ostéos, vu que j'allais consulter régulièrement, forcément. Et puis, à notre niveau, moi en tant que patient et eux en tant qu'experts, on faisait le même constat, c'est que les gens, ils étaient, entre guillemets, leur intelligence était siphonnée par Internet et les réseaux sociaux, et ils faisaient n'importe quoi. Et ensemble, on s'est dit, tiens, il y a certainement la possibilité de faire quelque chose. Et à mon niveau, je me suis dit, quelle est la plus petite chose que je peux faire pour essayer de faire bouger les choses? Étant donné que j'avais pas les connaissances, je me suis dit, vous savez, moi, je veux bien vous tendre le micro et vous me dites ce que vous savez et je le partage avec un max de monde. Et c'est comme ça que c'est parti. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu as une idée un petit peu du profil type des personnes qui écoutent ton podcast? Absolument. Et on approche, on en est au 99e épisode, donc bientôt 100 épisodes. 100 épisodes, ouais. sur trois saisons. Et à la base, j'étais parti sur un homme de 35 ans qui débute la course à pied, qui a fait du foot. Et puis, comme tout footeux, il a certainement des problèmes de genoux. Donc, il a peut-être des problèmes de dos, peut-être un peu d'embonpoint quand même. Il a des enfants, 1 ou 2, donc il commence un peu sa vie en ménage, sa vie de famille sur le tard. Donc c'est quelqu'un qui a certainement un profil de technicien, qui a un niveau de formation qui lui permet justement de pratiquer du sport et puis de se renseigner sur qu'est-ce qu'il a envie de faire. Donc je suis parti de ce profil-là qui me ressemblait quand même beaucoup. On dirait. Ouais. Et puis, j'ai construit justement j'ai construit le podcast autour justement de moi et puis des problèmes au sens large que les personnes dans le même cas de figure que moi auxquels les personnes dans le même cas de figure que moi pouvaient être confrontées. Mm-hmm. Et au bout du 99e épisode, j'ai refait l'exercice il y a quelques mois, quelques semaines, pour justement analyser la réalité. Parce que quand tu as 100 épisodes, tu as des indications sur les plateformes de podcast qui sont juste assez extraordinaires, sur les tranches d'âge, le sexe, la zone géographique, et peut-être même les villes en fonction de ta plateforme de podcast. Donc, le profil type maintenant de la personne qui écoute le podcast Au-delà du mur, c'est quelqu'un qui a entre 35 et 44 ans. Je ne suis pas en mesure de dire si c'est un homme ou une femme parce qu'on est à 49% d'hommes et à 46% de femmes, et il y a des autres profils qui ne sont pas renseignés. Donc en soi, j'estime que c'est pas suffisamment pertinent pour dire je vais faire un épisode qui va plus, je vais faire un podcast qui va plus parler aux hommes ou plus parler aux femmes. Mm-hmm. Et puis au niveau géographique, 68% de mon audience est suisse. Je suis sauvé quand même. Et puis, j'ai 20% de personnes en France. Et puis, j'ai la Belgique et les États-Unis qui se tirent régulièrement la bourre quand même. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il y a du VPN derrière ou si c'est vraiment des gens... Alors après, effectivement, dans les détails des chiffres, on peut toujours discuter de savoir si les 17 connexions des États-Unis viennent vraiment des États-Unis. Est-ce que c'est des expats qui écoutent des podcasts francophones ou autres? Mais voilà, on a une bonne idée de l'auditeur et de l'auditrice moyenne. C'est un joli score que tu as en termes de mixité des sexes. Je dois dire que le podcast Transition, j'ai des chiffres qui sont un peu différents en termes de répartition géographique. Je touche des Suisses, mais un petit peu moins en pourcentage que les Français, par exemple. Mais par contre, alors, il y a énormément plus d'hommes qui écoutent le podcast Transition et qui, en général, lisent les réseaux sociaux du site nakan.ch.
Donc, jolie réussite d'arriver à intéresser ces femmes qui font du sport, parce que j'ai un peu plus de mal à les contacter, à les toucher avec mes médias. Ce qu'il y a de vraiment surprenant là-dedans aussi par rapport à cette répartition homme-femme et qui m'a vraiment surpris, c'est que si tu regardes les nombres d'épisodes qui seraient, je dirais, clichément orientés plutôt hommes et plutôt femmes, il y en a clairement beaucoup plus qui sont orientés hommes que femmes. Néanmoins, les femmes, quand j'aborde un épisode sur une thématique qui concerne les femmes, elles écoutent, le taux de complétion est beaucoup plus élevé, donc ça veut dire qu'elles écoutent les épisodes beaucoup plus longtemps, elles interagissent beaucoup plus au niveau des réseaux sociaux et elles me donnent davantage d'idées pour d'autres contenus. Donc ça c'est vraiment le gros enseignement de ces investigations que j'ai menées ces dernières semaines. Donc les hommes des consommateurs de ton podcast, les femmes des consommatrices de ton podcast. Totalement. Et grâce aux femmes, justement, j'ai organisé ma première conférence, ce qui est entre guillemets un produit dérivé finalement du podcast il y a 2 mois, et puis c'est quelque chose que j'avais absolument pas imaginé faire il y a quelques temps, et puis ça a tellement bien fonctionné que j'envisage d'en organiser d'autres l'année prochaine. Très intéressant. Bah écoute, je te souhaite d'avoir encore du succès dans ce genre d'organisation et de manifestation. On a parlé un petit peu de l'auditoire de ton podcast. Aujourd'hui, c'est principalement des gens qui pratiquent du sport accessoire dans leur vie, peut-être pour trouver un équilibre, pour avoir quelque chose à faire en dehors de la vie familiale et de la vie professionnelle. Moi, j'ai une petite idée de ce que tu vas me répondre à la question qui arrive, mais quels sont les gros challenges aujourd'hui, en 2024, pour réussir à intégrer du sport dans une vie déjà très chargée ? Le temps. Comme je disais avant, on a notre attention qui est siphonnée partout, tout le temps. Donc le temps, je dirais, c'est le plus grand ennemi en 2024, et je pense qu'avec les années, ça va toujours être ça. Le plus grand ennemi, c'est le temps, parce que tu es systématiquement en train de revoir ton organisation pour pouvoir caser ton entraînement. Et si tu veux pas louper un entraînement, c'est un rendez-vous que tu dois marquer avec toi, que tu dois marquer dans ton agenda. Et systématiquement, quand tu sens qu'il y a le risque de louper un entraînement, il faut déjà que tu te mettes en mode combat pour te dire à quel moment est-ce que je vais caser cet entraînement. Sinon, t'as aucune chance. Ouais. Et on parle beaucoup maintenant des générations X, Y, Z et puis des millennials qui, eux, arrivent dans le marché du travail avec des exigences beaucoup plus élevées en termes de, on dit ça en anglais, work-life balance, donc d'équilibre, vie professionnelle, vie privée. Donc ça va aussi dans ce sens-là, trouver du temps pour s'épanouir soit en dehors du travail et peut-être même aussi en dehors de la vie familiale. Totalement, oui. Et quand tu disais au début, donc je disais que je travaillais à plein temps, je nuance parce que je suis à 80%, mais j'ai également la fonction de conseiller communal dans ma commune. Donc en fait, je travaille à 120%. Voilà. Donc le peu de temps que j'ai à disposition, il est rempli, il est très bien rempli. Mais c'est vrai que ce fameux équilibre work-life balance, comme tu le mentionnes très bien, c'est quelque chose qui m'a tourmenté pendant des mois. Parce que avant que je diminue mon pourcentage l'année dernière, j'avais très très peu de temps pour m'entraîner et puis pour le podcast. Donc en fait, j'étais tout le temps en train de tout faire toute la journée et rien correctement. Effectivement, ouais. Ouais, c'est un des gros challenges qu'on peut rencontrer. Alors, je sais que tu as des épisodes de podcast dans lesquels tu parles de tout ça, de comment organiser sa journée pour trouver du temps pour faire du sport. Finalement, si tu dois résumer tout ça et puis donner l'envie d'aller écouter ces épisodes dans ton podcast, qu'est-ce que tu peux donner là en quelques secondes comme clé pour réussir à dégager du temps dans sa journée pour faire une séance de sport, ne serait-ce que de 30 minutes ? Écrire. Tu prends ta semaine type, t'écris tout ce que tu fais dans une semaine type, la pire semaine, donc là où tu as le plus de contraintes, et puis tu seras assez vite fixé. Et les 30 minutes, tu les trouveras facilement tôt le matin. Quand je dis tôt le matin, il faut mettre le curseur, et les gens, pour eux, 8 heures c'est tôt, d'autres 5 heures c'est tôt, ou tard le soir. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans les soins, par exemple, qui ont des horaires irréguliers. Donc en soi, c'est un exercice qui est à la portée de tout le monde. Donc écrire l'emploi du temps, c'est extrêmement simple de pouvoir voir à quel endroit on peut avoir des créneaux pour s'entraîner. Et après, par contre, il faut mettre le bon entraînement en fonction du créneau où on va aller. Ok. Et puis, est-ce que dans ton expérience personnelle, puisque tu fais du sport et donc tu es confronté à ce problème-là, encore plus parce que tu as une fonctionnalité, enfin, tu as des engagements entre guillemets politiques dans ta commune, tu as un podcast, tu as toute la vie de famille, un job.
Est-ce qu'avec le recul maintenant par rapport à quand tu as enregistré ces épisodes, il y a encore des choses que tu as appris et des choses que tu as encore développées pour être plus efficace? Intégrer le ou la partenaire dans les discussions. C'est extrêmement important que le ou la partenaire, s'il ne pratique pas le même sport que nous, il ne pratique pas de sport, il soit conscient du temps que tu vas consacrer au sport. Parce que si tu te lèves à 5h du mat pour aller courir, en général, les gens dorment, donc ça ne pose pas trop de soucis. Par contre, si tu veux faire la sortie longue le dimanche matin à 8h, des fois, il y a des chances qu'il y ait un peu de friction. Ouais. Donc le dialogue, que le ou la partenaire sache pourquoi c'est important pour toi, pourquoi tu veux aller t'entraîner tôt le matin pour battre ton record, etc. Ça facilite quand même grandement les choses et ça évite des tensions quand tu reviens à la maison. Mmh. Très intéressant. Donc, tous ces sujets, tu les développes dans le podcast Au-delà du mur. Donc, on va pas aller encore plus dans le détail dans cet épisode-là pour parler de tout ça. Mais les auditrices et les auditeurs de ce podcast, et j'espère qu'il y a des auditrices aussi, peuvent aller sur ton podcast pour aller développer un peu plus ces thématiques-là. Tu m'as invité dans ton podcast. On a parlé de montres connectées, de choisir sa montre. On a parlé de tests d'effort, de comment utiliser les données d'un test d'effort pour vraiment appliquer un entraînement par rapport à ça. J'ai essayé de donner des clés de réponse dans les épisodes. Est-ce que toi, dans ta pratique, et parmi les réflexions et les discussions que tu as pu avoir avec les gens qui écoutent ton podcast, tu as une perception plutôt bonne ou mauvaise de ces gadgets connectés qu'on peut utiliser dans le sport? Est-ce que ça apporte une plus-value? Est-ce que c'est un danger? Enfin voilà, comment est-ce que tu vois ça en tant que podcasteur? On reviendra un petit peu plus tard avec une autre casquette que tu as par rapport à ces questions-là, mais d'abord en tant que podcasteur et les retours que tu as par rapport aux épisodes, par exemple, qu'on a enregistrés ensemble. Alors, tout d'abord, je tiens à te féliciter pour ta venue dans le podcast parce qu'il a fait le meilleur démarrage des épisodes de podcast depuis que j'ai créé le podcast. Parce que tous les retours que j'ai eus des gens, et je profite d'ailleurs pour les remercier à cette occasion-là, j'imagine que c'est peut-être des gens qui venaient de ton podcast, mais c'était extrêmement pertinent. Et puis les gens, le taux de complétion, à nouveau, il était assez extraordinaire parce que du début à la fin, les propos étaient cohérents. Et puis tu as parlé en scientifique. Et je crois que c'est quelque chose que les gens ils aiment bien dans ton podcast. Écoute, merci beaucoup pour ce feedback. Ensuite, donc pour la partie technologique, pour revenir plus précisément à ta question, moi je suis quelqu'un qui est extrêmement techno. J'adore la techno. Je suis un fan d'Apple de la première heure, même si avec les années, je suis peut-être un peu moins assidu. Donc tout ce qui est data, je suis ingénieur, donc tout ce qui est data, c'est quelque chose en lequel je crois beaucoup. Peu importe, je dirais, le type de montre. J'ai arrêté de changer de téléphone chaque année parce que voilà, au niveau écologique, ça fait aucun sens. Et puis, les fonctionnalités qui sont apportées sont pas extraordinaires. Mais pour faire le parallèle avec les montres, donc changer de montre chaque année en soi, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Par contre, la précision des données qui sont enregistrées, comme la fréquence cardiaque, pour savoir dans quel genre de zone je m'entraîne. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, parce que je suis de plus en plus en train de construire mes propres plans d'entraînement seul. Et je dirais, la précision des données que je vais mesurer, c'est ce qui va me permettre de progresser dans mon entraînement. Mmh. Donc du coup, c'est vraiment un outil concret pour t'aider à mesurer ta progression et puis éventuellement planifier et exécuter de manière correcte les entraînements à venir. Ah, totalement. Et il y a la notion d'autofeedback qui est extrêmement importante parce que quand tu construis ton propre plan d'entraînement, si tu veux pas aller dans le mur, faut au moins être conscient du type d'entraînement que tu vas t'infliger le lendemain. Mais c'est vrai que des fois, les métriques que te donne ta montre, en te disant t'as vu la fréquence cardiaque là, à ce niveau-là, t'as pas pu pousser, puis t'avais l'impression peut-être d'être à fond, ça peut quand même te donner quelques indices sur ton état de fatigue. Donc en soi, je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont très, très utiles dans ces montres. Effectivement. Et donc, on a parlé de l'opportunité d'utiliser ces montres. Maintenant, plus on va vers des modèles récents, plus on reçoit de données. Donc tu me dis... T'es ingénieur, t'adores avoir ces inputs de données dans tous les sens. Quand on regarde une montre Garmin aujourd'hui, alors toi t'es équipé d'une Garmin Fenix 6, mais peu importe, même la Fenix 6 qui a quelques années maintenant à son compteur, elle fournit un nombre considérable de données pendant l'entraînement, mais aussi en dehors sur la récupération, sur la fatigue. Elle te dit à un moment, c'est pas une bonne idée d'aller t'entraîner maintenant, t'as mal dormi, enfin voilà. Est-ce que ces données, tu les prends, tu les processes, ou est-ce qu'elles te parasitent, ou est-ce qu'il y en a que tu exclus? Comment est-ce que tu gères ça? Les seules données qui me sont utiles avec ma montre de sport, c'est celles que j'utilise
à partir du moment où j'appuie sur Start pour mon entraînement. Le reste, ça me parasite pas parce que je considère que c'est pas des données suffisamment précises pour qu'elles influencent ma vie. D'accord. Bon, suffisamment clair. Tu te concentres sur les données que tu as choisi d'analyser, qui te fournissent une réelle plus-value. Et je pense que c'est sain comme utilisation. Et on en a parlé dans le podcast Transition avec notamment Virgile Lecoultre il y a quelques épisodes, avec ces données, quand il coach ses athlètes qui disent « Ouais, je sais pas si je vais m'entraîner aujourd'hui, j'ai mal dormi. » Mais est-ce que tu as l'impression d'avoir mal dormi ou est-ce que « Non, c'est ma montre qui m'a dit ?» Ça devient quand même un danger en fait de se baser sur des données qui sont pas la perception. Et on apprend de moins en moins à s'écouter soi-même. On a des appareils pour nous donner les clés de qui on est. J'ai appris, et les auditeurs l'ont déjà entendu parce que le podcast a été mis en ligne. Au moment où on enregistre, toi, tu l'as pas entendu encore parce que je le diffuse le lendemain de notre enregistrement. Mais mon feedback sur le marathon de Berlin, et c'est vrai que j'ai réalisé ma meilleure performance sur marathon alors que j'avais décidé de laisser tomber les objectifs, de laisser tomber de me maintenir absolument à telle allure pour aller chercher tel temps et de m'écouter. Et finalement, c'est là que j'ai réussi un negative split et puis la meilleure course que j'ai réussi. Donc, j'ai aussi réussi à prendre un peu de recul, moi, avec l'expérience que j'ai dans l'utilisation de ces devices lors de ce marathon. On a parlé de technologie, on a parlé de toi en tant que de podcasteur. Maintenant, tu as une autre casquette parce que au-delà du travail que tu as et de ta vie de famille, tu as aussi décidé de devenir coach sportif, en tout cas, pas forcément de devenir, mais d'acquérir les connaissances et les compétences. Tu nous disais avant que tu construisais tes plans d'entraînement. Comment ça s'est passé ? Quel processus tu as suivi et puis jusqu'où tu es allé dans ton apprentissage de coaching ? C'est une excellente question parce que ça permet de servir de liant à passablement de choses dont on a déjà discuté avant. C'est que, comme je disais, quand j'ai commencé le podcast, c'est que j'allais à la recherche des personnes qui pour moi savaient, les experts. Et puis, je me suis retrouvé à un certain moment avec, entre guillemets, un déficit d'experts à interviewer. J'avais de la peine à entrer en contact avec les personnes. Et puis, il y avait quand même un sentiment de frustration qui commençait à grandir de ma part en me disant, bon sang, je vais pas réussir à développer ce podcast et je vais devoir arrêter parce qu'il y a personne qui veut venir au micro. Et puis, progressivement, je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que toi, tu deviendrais pas un expert en quelque chose ? Et puis, pour moi, c'était un peu une évolution logique qui serait arrivée à un moment ou à un autre, je pense. Mais à ce moment-là, j'ai quand même pris la décision de me dire, OK, tout ce qui est planification d'entraînement, il va falloir que je puisse être autonome parce que c'est quelque chose où clairement j'ai les possibilités d'être autonome par rapport à mon emploi du temps. Donc j'ai à nouveau regardé la palette de formations qu'il y avait et en général tu choisis les formations les plus crédibles, je serais tenté de dire, la plus crédible au niveau balance, rapport qualité-prix, économique, etc. Donc je me suis renseigné sur Suisse Olympique, voir les différentes formations qu'ils avaient. J'ai débuté en 2021, je crois, la formation de base pour le cours pour les adultes. Et puis ensuite, j'ai fait la formation spécifique de trail running. C'était un week-end à Crans-Montana, qui était juste extraordinaire. Et puis cette année, j'ai parachevé, entre guillemets, le premier niveau, le premier étage de la fusée avec la planification d'entraîneur niveau 2 pour les adultes. Donc ce qui fait que maintenant, je suis, entre guillemets, agréé, formateur pour les adultes au niveau 2, donc je peux faire des planifications d'entraînement, etc. Donc ce processus-là a pris 2 ans, et puis maintenant que je suis entre guillemets en haut du premier étage de la fusée, l'idée c'est de chercher à aller plus loin, parce que je me sens pas encore suffisamment à l'aise pour pouvoir accompagner des personnes, donc je vais redescendre entre guillemets au niveau de l'échelle de formation, puis je vais intégrer un parcours de formation JS pour cette fois faire la totalité depuis les jeunes jusqu'aux adultes, mais en intégrant aussi la partie performance et compétition. C'est intéressant parce que de toutes les personnes que j'ai entendues dans des filières de formation complètement différentes, toi tu as suivi la filière en Suisse, en off de ton travail, tu n'es pas un professionnel de ça, mais tu veux te former là-dedans. J'ai discuté avec des personnes qui font le même cursus en France. Moi-même, j'ai suivi les cursus de formation privée de Ironman et d'autres marques ou organismes pour former plus spécifiquement sur certaines distances ou certaines épreuves. Et de tout ce que j'arrive à emmagasiner comme retour par rapport à ça, c'est que malgré
l'avalanche de théories qu'on peut avoir, malgré l'avalanche d'informations qu'on reçoit dans ces formations-là, on se sent pas forcément à l'aise de rentrer directement dans le grand bain et surtout de prendre quelqu'un et de lui proposer un plan d'entraînement, quoi. C'est vraiment la grosse épreuve et on se sent pas forcément prêt malgré tout ce qu'on a reçu comme formation. Clairement. Et il y a toujours ce, entre guillemets, syndrome de l'imposteur où on se sent jamais suffisamment légitime pour aller dire aux gens, si tu veux, je t'aide. Mm-hmm. C'est comme pour le podcast, j'en suis bientôt à 100 épisodes et je suis quand même toujours systématiquement en train de me dire ouais mais qui je suis pour raconter ça, qui je suis pour prendre contact avec ces gens. Donc c'est un travail de longue haleine, mais je dirais avec le temps on se soigne, mais il faut combattre quand même ce sentiment. Ouais, c'est sûr. Et la confiance en soi, c'est quelque chose qui est assez variable d'une personne à l'autre, et je ressens un peu la même chose que toi dans certains domaines. Alors avec le temps, bien évidemment, quand je parle de montres connectées ou de fonctionnalités que je vais tester, je me sens assez légitime à parler de ces choses-là. Mais c'est vrai que je ressens la même chose que toi, suivant les invités que j'ai dans le podcast. Et en fonction de l'invité et de la spécialisation dont il va parler, je vais passer des heures à chercher des informations sur le sujet, déjà juste pour pas avoir l'air ridicule quand je pose simplement les questions. J'ai même pas les réponses à donner, mais juste pour formuler les questions, pas avoir l'air stupide quand je les pose. Donc je comprends tout à fait la situation dans laquelle tu es. Et puis j'ai coaché une personne qui m'a demandé spécifiquement ouais mais Greg, est-ce que tu peux me faire un plan d'entraînement? Je dis bon ok, on peut essayer. Et à ce moment-là, c'est vrai que je me suis senti complètement en dehors de ma zone de confort, de proposer un plan que je savais qui fonctionnait bien chez moi, que j'avais élaboré avec pas mal de recul et en utilisant les informations que j'avais accumulées pendant un certain temps. On n'est quand même pas à l'aise. C'est jamais évident. Et puis, je pense que c'est en pratiquant, comme pour les tests des montres, etc., que tu arrives à avoir l'expérience et puis, en fonction des retours que vont te donner les personnes que tu coaches, de dire non, alors ok, fais plutôt ça comme ça, mais tout un chacun a commencé un jour par coacher sa première personne. Ouais, c'est ça. Et finalement, j'en suis arrivé à faire du coaching, je dirais, un petit peu plus facile pour l'introduction, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire des programmes d'entraînement de natation pour mon club de triathlon, et puis à encadrer quelques camps de natation ou quelques week-ends de natation. On faisait 2-3 séances dans la journée et à les proposer à tout le groupe. Et puis en même temps que je donnais les entraînements, je voyais le feedback des gens. Et c'est vrai que les entraînements de groupe, être dans un club, une assoce de sport, et d'encadrer des gens avec qui on est en relation directe permet quand même d'avoir un meilleur retour. Alors je sais pas si c'est une expérience que tu as eu l'occasion de vivre ou que tu avais prévu d'expérimenter, mais pour moi c'est le meilleur premier pas qu'on puisse faire dans la conception de plan d'entraînement. C'est totalement, effectivement, donc tu es en train de teaser la suite, c'est totalement une suite logique. L'entraînement en club que je visualise, c'est aussi une des raisons pour laquelle je me dis que rentrer dans la filière JS, jeunesse et sport, ça permettra justement d'arriver dans les clubs et de pouvoir avoir ces retours systématiquement et engranger cette confiance. Aussi pour moi, pour mes plans d'entraînement et pour pouvoir progresser. Ouais. Et puis là, on n'est pas en confiance, tu es pas en confiance encore pour coacher quelqu'un. Juste pour référence, combien de temps est-ce que tu as déjà consacré? Combien est-ce que ça t'a coûté déjà de faire cette formation jusqu'au moment où tu en es maintenant, en termes de temps, peut-être en termes d'argent, peut-être en termes de... Tu as dû prendre des vacances sur ton boulot pour participer à certaines activités, je sais pas. Et qu'est-ce que tu prévois encore pour la suite comme investissement pour qu'on se rende compte que t'es pas à l'aise, mais que tu as déjà quand même un certain bagage en termes de théorie et de pratique? Chaque module de formation, donc le module d'introduction, c'est 3 jours. C'est un tronc commun. Le module spécifique, c'est également 3 jours sur le terrain. Donc, il y a des experts qui t'observent toute la journée. La première fois que tu fais la pratique, tu t'en rends pas compte, mais en fait, ils sont déjà en train de t'observer le premier matin pour voir comment est-ce que tu te comportes avec les autres, le body language, etc. Et puis, le module spécifique, c'est à nouveau 3 jours. Donc, c'est 9 jours pour atteindre le premier niveau, je dirais le premier étage de la fusée formation des adultes, avec un examen. Donc, c'est une planification complète que tu dois faire pour un athlète existant. Tu dois faire une proposition d'un planning sur une année avec un plan mensuel, donc un mésocycle, et puis 3 types de planification spécifiques, donc PPG, préparation générale, préparation spécifique, et puis période d'affûtage.
Et ensuite, tu passes sur le grill des experts. Ok. Donc déjà, rien que préparer ça pour te présenter à l'examen, ça prend aussi pas mal de temps, quoi, parce que tu le fais en dehors des 9 jours que... Absolument, voilà. Absolument. Donc c'est 9 jours, il y a les week-ends, il y a 2 jours sur le week-end, mais il y a systématiquement, du coup, à chaque fois, un jour de la semaine. Donc c'est les jours de vacances que tu dois prendre, ou en hors sup, que tu dois prendre sur tes heures. Et puis pour la deuxième partie de ta question, il faut compter... je dirais 600-700 francs systématiquement pour chaque bloc. Donc on en est déjà à 2000 francs de formation pour la partie formation des adultes, et je m'attends à ce qu'elle soit nettement plus onéreux pour la filière jeunesse et sport parce qu'il y a beaucoup plus de modules. Après, chacun est libre de s'arrêter où il le souhaite. Au niveau auquel il prétend s'arrêter, puis commencer à exploiter un petit peu ses connaissances acquises dans ce processus-là. On a peut-être un petit peu spoilé dans la réponse de la question de tout à l'heure, mais comment est-ce que tu te vois à l'avenir? Donc tu vas continuer ce module, tu vas faire la filière JS jeunesse dans la formation, et ensuite comment est-ce que tu te vois mettre en pratique, utiliser ces compétences que tu auras acquises en dehors de tes podcasts? Alors, je me vois totalement rentrer dans un club, ça c'est certain. J'aimerais intégrer un club où justement ce diplôme JS pourra me permettre de coacher des athlètes qui visent la performance aussi. Parce qu'en soi, ça reste quand même cohérent par rapport au contenu et au public cible que j'ai. Donc avant, je parlais des 35-44 ans, mais j'ai aussi une partie de mon audience qui est comprise entre 23 et 27 ans. Donc il y a quand même encore des jeunes élites que je peux avoir à ce niveau-là. Donc c'est vrai que cette formation, ça me permettra non seulement de pouvoir leur apporter les clés et trouver les mots pour eux, mais ça me permettra aussi de proposer du contenu au sein du podcast. Donc je dirais c'est une boucle, c'est un cercle dans lequel je vais pouvoir évoluer, et puis c'est une institution que je suis en train de créer pour former et entraîner les gens différemment. Tu vois pas ça comme un aboutissement ultime dans ta vie, c'est-à-dire de tout plaquer, de devenir coach personnel et puis de te lancer complètement là-dedans dans une reconversion? Alors, je me vois pas à 100% coach, mais ce qui est certain, c'est que ça prendra une grosse partie de mon temps de travail dans un avenir plus ou moins proche. En tout cas, je suis en train de tout faire pour, mais je ne m'en vois pas faire ça toute la journée. J'ai quand même besoin d'une certaine diversité, et puis j'ai pu découvrir avec ce podcast-là qu'il y a plein d'autres thématiques qui ne sont pas forcément étudiées et dont on ne parle pas forcément non plus, en lien direct ou indirect avec le sport, et j'ai aussi envie de pouvoir justement profiter à explorer pour voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait créer de novateur. Super intéressant. Donc, même question que tout à l'heure, mais maintenant, en tant que coach sportif, tu vas me répondre. Comment est-ce que tu vois l'utilisation de tous ces gadgets technologiques dans le sport ? Mais mets-toi à la place du coach qui va donner la séance à exécuter ou un planning à un ou une athlète. Et puis, comment est-ce que tu vois cet outil pour obtenir du feedback sur la séance et puis aussi pour l'accomplissement de la séance de l'athlète? Je vois ça comme une chance, mais il y a aussi le revers de la médaille. C'est que, à nouveau, l'athlète, il va peut-être pouvoir te dire qu'il est au taquet ou pas. La montre va peut-être te dire, ou les métriques que tu vas mesurer vont peut-être te dire l'inverse. Donc, je dirais le plus grand danger, c'est où est-ce que tu vas mettre le curseur. Donc, c'est vraiment une question de confiance, et c'est un peu s'apprivoiser avec l'athlète pour savoir à quel moment est-ce que tu penses qu'effectivement il était au taquet, ou à quel moment il l'était pas. Donc, il aurait peut-être dû aller se coucher plus tôt la veille. Mais ça reste quand même quelque chose d'extrêmement précieux, parce que, d'ailleurs, pour faire une petite digression, quand j'ai fait mon test d'effort dernièrement, je m'étais jamais rendu compte à quel point l'échelle de Borg, c'était quelque chose de précieux. De 1 à 10 pour donner le niveau, la perception de l'effort en fonction de l'accélération de la vitesse. Et puis, à chaque fois que tu termines un entraînement, en tout cas sur Nolio, sur les Garmin, tu peux paramétrer la perception de l'effort à l'issue de l'entraînement. Ouais. Et puis, cette perception de l'entraînement multipliée par un facteur, ça va te donner une contrainte, enfin, ça va te donner plein d'informations sur Nolio, sur le niveau de forme de l'athlète, etc. Et puis, je trouve ce genre d'indicateur extrêmement précieux pour savoir où est-ce que tu en es au niveau de la planification. Par contre, il y a une nuance qu'il faut vraiment avoir et qui est extrêmement importante, c'est la connaissance de l'athlète pour se dire, effectivement, là, peut-être que l'entraînement n'était pas adapté, ou alors, faut que tu pousses, quoi. Oui, et puis aussi de connaître le niveau, à mon avis, de l'athlète par rapport à sa propre notation du RPE. Parce que quelqu'un qui vient de commencer,
qui fait une séance qui est moyennement difficile va peut-être noter de manière extrêmement haute son entraînement. Et si elle fait cette même séance dans la même intensité, mais peut-être 6 mois après, elle aura une notation qui sera beaucoup plus précise par rapport à son feedback. Et c'est vrai que la montre, c'est vraiment l'observateur extrêmement rigoureux en termes de mesures, de données concrètes. Mais tu peux faire une séance d'entraînement moyennement difficile après une journée extrêmement éprouvante ou une séance extrêmement difficile mais après une journée où tu t'es bien reposé et le ressenti peut être aussi très très différent. C'est ça. Et c'est là où connaître l'athlète et le dialogue, c'est quelque chose qui restera essentiel. Donc, je pense que ça sera toujours quelque chose, une force chez moi, parce que j'ai l'habitude de discuter avec les gens. Mm-hmm. Mais effectivement, c'est un réel danger de se laisser happer par les données puis de se dire non, t'as pas assez poussé, il faut y aller. Ouais. C'est super intéressant de voir ce feedback en fait de personnes comme toi et des auditeurs de ton podcast, parce que c'est des personnes qui sont différentes de celles qui consultent le site et qui, quand on parle de montre GPS, me parlent pas forcément de tous ces aspects-là globaux, mais qui me disent ouais, telle fonctionnalité, j'ai pas la virgule avec les données, enfin voilà. Et c'est super intéressant d'échanger à ce niveau-là avec toi. Mais c'est avoir the bigger picture, savoir pourquoi, comme tu l'as très justement dit dans le podcast qu'on a enregistré ensemble, c'est savoir est-ce que tu as vraiment envie que cet indicateur il change ou pas. Si tu veux comprendre à quoi il sert, je peux te l'expliquer. Mais par contre, il y a des précisions de mesure, la couleur de la peau influence telle et telle mesure. Donc en soi, il faut juste être certain de la nécessité d'avoir cette virgule. Mmh, effectivement. Et peut-être qu'en tant que coach, on a aussi un rôle de conseiller ou d'orientateur sur l'utilisation de la montre et peut-être aussi de donner un petit peu des clés à une personne qui démarre dans le sport, mais de dire la montre, c'est un outil, mais c'est pas le seul outil, quoi. Et c'est pour ça que le Training Peaks ou Nolio, comme tu l'as très justement dit, c'est des outils qui pour moi sont extrêmement forts, parce que quand tu fais ton propre plan d'entraînement tout seul, qui était dans l'autofeedback, c'est extrêmement puissant, parce qu'en soi c'est là où tu peux tenter un entraînement différent et voir si ça a évolué dans un sens ou dans l'autre, mais au moins tu apprends à utiliser l'algorithme et puis tu arrives à progresser comme ça. Exactement. Bah voilà, moi j'avais donné un feedback sur mon marathon de Berlin, que mon premier plan je l'ai laissé tomber puis que j'ai construit un plan ensuite beaucoup plus simple pour en fait arriver à mon objectif et qui m'a beaucoup mieux convenu. Et effectivement, il faut trouver aussi des fois la voie qui nous convient le mieux. On parle un petit peu d'avenir, peut-être d'avenir pour ton podcast maintenant. Tu nous as dit que tu avais suivi ces formations de coaching. Ça va t'apporter de plus en plus d'expertise. Où est-ce que tu comptes aller avec le podcast en dehors de tes activités de coaching ? Alors, le podcast, je dirais, c'est un contenu pilier. Ça reste quand même le ciment de tout ce que j'ai envie de proposer. Donc, le podcast, c'est quelque chose qui doit être pérennisé selon moi. Je suis beaucoup dans la réflexion sur, par contre, comment faire en sorte que économiquement, ça soit quelque chose qui puisse commencer à devenir entre guillemets intéressant, parce que j'ai jamais débuté le podcast pour gagner de l'argent. J'en suis à 100 épisodes, je suis très content, j'ai toujours cette motivation, j'ai pas compté les heures. En revanche, si tu as quand même envie d'avoir quelque chose qui tienne sur la durée, faut quand même à un moment réfléchir à l'aspect un peu économique. Donc maintenant, je dirais les gros défis, ça va être de trouver un angle d'approche pour pouvoir éventuellement contacter les annonceurs pour qu'eux aussi, ils aient leur compte à faire partie du podcast d'une manière ou d'une autre. Il faut que ce soit des annonceurs qui soient cohérents par rapport à mes valeurs. Je ne vais pas aller chercher un gros groupe pétrolier, quand bien même peut-être ça serait facile, mais au niveau de la cohérence, ça serait pas très intéressant. Il y a d'autres choses dérivées comme les conférences qui peuvent très bien fonctionner. Et puis il y a des thématiques comme par exemple le sport en entreprise que j'aimerais bien développer, parce que toutes les entreprises disent les collaborateurs sont l'or de notre entreprise, mais par contre, quand on leur demande qu'est-ce que vous faites pour que vos collaborateurs se sentent bien, en général, ils parlent du souper de boîte et puis deux autres activités. Un team building au mois de juin et puis un souper de boîte à la fin de l'année et puis ils sont heureux. Voilà, donc en soi, c'est pas extrêmement créatif, et des activités comme Bike to Work, pour ne citer que celle-ci, c'est des choses qui sont extrêmement créatives et ça permet de constituer des petites équipes dans une entreprise qui vont faire le trajet depuis chez elles jusqu'au travail, accumuler les kilomètres et puis se tirer un peu la bourre. Donc l'entreprise, elle peut communiquer activement là-dessus au sein des réseaux sociaux, elle peut organiser des concours internes, etc. Donc je dirais, et j'ai envie que ce podcast soit au service de la promotion
du bien-être, de la santé, et puis pouvoir aborder plein d'autres thèmes qui ne sont pas du tout abordés, comme les thématiques féminines, qui marchent très très bien au sein du podcast. Donc pouvoir aller explorer et sortir quand même un peu de la zone de confort pour proposer les contenus que les gens attendent. Parfait. Bah écoute, je te souhaite en tout cas plein succès dans le développement du podcast Au-delà du mur, dont on a déjà pas mal parlé. Je te remercie d'avoir participé à cet épisode, à cet entretien et puis à cet échange, puisque j'étais intervenu dans ton podcast, je t'ai ensuite invité dans le mien. Avant de clôturer cet épisode, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Est-ce que tu veux le mot de la fin ? Je te laisse le micro pour conclure. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. J'attendais pas forcément de retour de podcast, mais je tiens quand même à nouveau à profiter de te remercier pour cet échange qui était extrêmement fructueux. Et puis c'est vrai que pouvoir rencontrer des gens qui proposent un podcast pas forcément exactement le même que le nôtre, mais quand même avec une thématique, donc les objets, les montres connectées, etc., ça ouvre le spectre, ça ouvre le champ des horizons, et puis ça donne plein de nouvelles idées, et puis c'est vraiment extrêmement intéressant, donc merci beaucoup pour cette opportunité. Bah écoute, pas de quoi, et puis très heureux de t'avoir accueilli. Pour la première fois, tu étais de l'autre côté du micro, si je puis dire ainsi. C'est ça. Et j'espère que l'expérience s'est bien passée. On verra. D'accord. On verra au niveau des études. Merci en tout cas de m'avoir reçu. Ok, merci d'être venu. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Moi, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un prochain épisode du podcast. Voilà pour cet épisode, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et de vous donner rendez-vous au début de l'année 2025 pour la saison 3 du podcast Transition. Passez de belles fêtes, à très bientôt.